Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue en ce vendredi dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant c'est le JT des territoires et ensuite après la météo c'est l'invité politique de Territoire d'Info. Aujourd'hui c'est Louis Alliot qui sera notre invité du Rassemblement National, puis l'actualité parlementaire et politique en troisième partie de notre émission. Mais tout de suite c'est le JT des territoires. Nous vous parlons chaque semaine du sort des salariés de l'usine d'Ascoval. Une réunion importante est prévue ce mercredi à Bercy. Dans l'attente, 280 salariés d'Ascoval se relaient 24 heures sur 24 depuis une semaine pour bloquer la sortie du site Vallourec. Entre fatalisme et lueur d'espoir, écoutez l'un de ces salariés. C'est soit le coup près tombe, ou soit une bonne nouvelle ou une mauvaise, c'est tout. On s'y attend. Alors nous, on veut une décision franche. Savoir ce qu'on doit faire, si on va continuer à travailler ou pas. Voilà, dans l'Aude, après les inondations, le temps de la reconstruction. 15 jours après, c'est l'heure de la reconstruction des routes et des ponts. À Villegayenc, au nord de Carcassonne, la construction d'un pont provisoire a démarré. Un signe d'encouragement, bien sûr, pour le maire et ses administrés. Alexis Kunz avec Olivier Roiran pour Via Occitanie, notre partenaire. C'est un des symboles des inondations qui ont frappé l'Aude. Le 15 octobre dernier, au nord de Carcassonne, le pont de Villegayenc était emporté par les eaux. Le Premier ministre Édouard Philippe s'était rendu sur place dans la foulée. 2 semaines plus tard, l'heure est à la reconstruction. Des éléments de 3 mètres vont être assemblés. Ils constitueront un ouvrage en acier de 42 mètres de long sur lequel seront présents une seule voie de circulation et 2 passerelles piétonnes. C'était indispensable, on ne pouvait plus... La commune n'est pas desservie, c'est la galère pour travailler, donc oui c'est nécessaire puisque c'est une route à grande circulation et pour vivre il nous faut ça, survivre maintenant parce que voilà je ne sais pas comment sera fait l'avenir, on n'en est pas encore là, on est en train de nettoyer, de vider les maisons. Le pont de Villegayenc permet de relier les 2 rives du village. Cette route départementale est une route très très fréquentée qui nous enclave tout le secteur de la Montagne Noire. Donc il était vraiment important que nous puissions installer une structure provisoire, un pont provisoire, un pont qu'on appelle le baillet. Le pont devrait être prêt d'ici 15 jours. Au sud de Carcassonne, la route d'accès au pont qui mène à Laderne-sur-Loquet est prête. Elle a été reconstruite en 8 jours. Voilà, et en ce mercredi, bien sûr, nous vous emmenons ce matin visiter le centre militaire volontaire de Brest. Il en existe 6 en France. Ces centres donnent une formation professionnelle aux 18-25 ans en difficulté scolaire et sociale. Le centre de Brest a ouvert ses portes en novembre 2017. Il accueille aujourd'hui 29 jeunes. Plus de la moitié d'entre eux n'a aucun diplôme. Frédéric Lorenzo pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, les a rencontrés. Séance camouflage pour Antoine sous le regard de la secrétaire d'État aux armées. Le jeune homme fait à Brest son SMV, son service militaire volontaire, un dispositif qui s'adresse à des jeunes en décrochage scolaire et qui dure 6 à 9 mois. Ça se passe bien ? Pas trop dur ? Au début c'était un petit peu dur mais bon, ça va. Le SMV a été lancé en 2015. Ce dispositif permet aux jeunes en décrochage de se préparer à entrer sur le marché de l'emploi. À Brest, ils sont 50, de 18 à 25 ans, à se préparer à intégrer des filières logistiques ou encore la sécurité. Je savais pas trop quoi faire après le lycée et... on m'a parlé du SMV, et ça m'a plu. J'ai un peu que mon projet se concrétise. Et puis ça fait que 2 mois que je suis ici et on a déjà fini notre FMI, on passe nos permis, on a des formations. Grâce au côté militaire, ils se rendent compte que leur travail paye, que leur investissement personnel est mis en avant et donc ils se reconstruisent et ils sont valorisés. Et ils finissent par avoir un job à la fin, et c'est ça qui est important. Le SMV compte 6 centres en France et accueille 1 millier de jeunes. Brest et la marine obligent, la secrétaire d'État a pu embarquer sur le volontaire. Le SMV permet de remettre les jeunes sur les rails pour 3 fois moins cher et pourtant, le dispositif ne sera pas développé dans les années à venir. On ne peut pas non plus déléguer aux armées la formation et l'insertion des jeunes en difficulté. Il n'y a pas... Mais l'armée y prend sa part. Il y prend une part active et surtout une part efficace.
3 jeunes sur 4 accueillis au CMV décrochent leur permis de conduire. Et à Brest, 4 jeunes sur 10 qui ont déjà effectué leur CMV ont trouvé un emploi durable sans diplôme. Et maintenant, un super bûcheron dans le ciel des Bauges. 1 an de préparation, d'importants moyens financiers et un super puma. Certaines opérations de débardage nécessitent des élytreuillages pour accéder à des coins de forêt, ceux les plus isolés. C'était le cas il y a quelques jours dans les Bauges. Une opération rare, rendue nécessaire pour protéger l'école du village. François Pirot et Fanette Dubesson pour 8 Mont-Blanc nous en disent plus. Activité inhabituelle dans le ciel des Bauges ce jour-là. Un super puma multiplie les allers-retours. Il peut déplacer plus de 4 tonnes de matériaux à chaque passage. Ça tombe bien, pendant 2 jours, il déplacera des centaines d'arbres de la forêt du Piézan. 15 ans que le massif des Bauges n'avait pas vu une telle opération. Vu la topographie du terrain, à part un hélicoptère, il n'y a pas moyen de sortir les arbres autrement que par héliportage. Il faut savoir que c'est un versant où il y a une très forte pente. On est en moyenne à 80%, voire plus. Donc sur cette zone-là, il n'y a pas moyen de créer une piste ou une route. Donc pas possible de sortir les bois au tracteur ni au câble puisque les accès sont beaucoup trop lointains. Donc la seule solution, c'était de sortir les bois à l'hélicoptère, malgré le fait qu'effectivement ce soit le moyen le plus coûteux. Mais là, on est dans un enjeu de protection et pas dans un enjeu de production. L'opération est indispensable à la sécurité de l'école et des habitations de Cons-Sainte-Colombe, situées juste en contrebas. En septembre 2014, une crue du torrent les avait directement menacés. L'opération, d'un coût de 140 000 €, est financée par les communes de Faverges-Septenay et Val-de-Chaise et par l'État. Parallèlement, le lit du Piézan a aussi été consolidé. C'est un énorme chantier et oui, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point nettoyer cette forêt, là, tous les flancs des torrents, c'était une chose importante à faire et ça va être de nature à protéger l'école. Pas de contraintes particulières dans le parc naturel régional qui a été informé évidemment de l'opération. Qui est tout à fait d'accord puisque l'opération répond à des soucis de gestion durable de la forêt et surtout pour assurer la fonction de protection de cette forêt qui à l'origine a été implantée ici pour ça, pour mettre en défense les habitations et le village en contrebas. Le bois est ensuite revendu à une scierie de Marlan à quelques encablures de là pour être commercialisé. Ce premier chantier aura permis le débardage de 400 mètres cubes de bois. Le Super Puma sera de retour l'an prochain pour la 2e phase des travaux. Avec peut-être un jour férié pour vous demain, si vous avez décidé de souffler, une idée de sortie pour ce long week-end de la Toussaint. L'exposition Servir les dieux d'Égypte a ouvert ses portes il y a quelques jours à Grenoble. Des sarcophages, des amulettes, des stèles y ont pris place. Plusieurs centaines d'objets prêtés par le Louvre agrémentent cette exposition grâce à laquelle durant 3 mois, les visiteurs pourront découvrir le rôle indispensable des femmes. Il y a déjà 3000 ans. Charlotte Faulkner pour Télé Grenoble nous en dit plus. Le musée de Grenoble s'est transformé en véritable machine à remonter le temps, plus précisément il y a 3000 ans au cœur de l'Égypte antique, à Thèbes. L'exposition intitulée Servir les dieux d'Égypte s'étale sur près de 1500 mètres carrés. À travers ses sarcophages et ses objets, le musée de Grenoble a créé un parcours où le visiteur sera plongé dans cette période et ce lieu qu'est le temple d'Amon. On va passer de la nécropole, où ont été découverts tous ces objets, au temple dans lequel officient les prêtres et également où officient, et ça c'est très nouveau, je dirais, de traiter cet aspect-là des choses, les femmes. Puisque les femmes, dans le culte, mais aussi plus largement, je dirais, dans la vie sociale à cette époque-là, eh bien, ont un rôle très important. Conçue par un conservateur du Louvre, l'exposition se compose en 4 salles. Le visiteur découvre la nécropole avec les tombes du clergé masculin et féminin, puis le temple avec l'organisation et la hiérarchie des prêtres, pour finir dans une salle consacrée au rôle des femmes dans le temple. Nous comprenons qu'il y avait dans ce clergé féminin un clergé qui était à la fois issu soit des familles royales, soit des familles nobles, et qui était donc amené à jouer un rôle important et d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue religieux. En tout, 270 objets sont présentés, une exposition faite en partenariat avec le musée du Louvre qui pour l'occasion a prêté près de 200 objets, une exposition exceptionnelle de par son thème qui cible une période et un thème bien précis de l'Égypte antique.
antique. C'était aussi d'inviter le visiteur non pas à une généralité sur l'Égypte, mais à l'inviter à un moment précis de l'histoire égyptienne et aussi de ce fait à lui faire parcourir une exposition qui l'initie d'une certaine manière, et pour aller dans un détail et pénétrer davantage et être pénétré aussi de cette civilisation et de cette société, il m'a semblé qu'il était intéressant de resserrer le cadrage sur une époque et un lieu. Avec cette exposition, le musée de Grenoble a pour objectif de donner un éclairage nouveau sur sa collection d'antiquités égyptiennes. Jouer au foot et prendre de la hauteur. Pour les vacances de la Toussaint, une animation de bubble foot s'est installée sur le toit de la tour Montparnasse. L'occasion de rire tout en profitant d'une vue panoramique à 360 degrés sur la capitale. C'est ce que vous propose ce reportage de Quentin Mauclair pour Via Grand Paris. Regardez. Du bubble foot à plus de 200 mètres de hauteur. Après les trampolines, la piscine à balles ou la patinoire, du bubble foot s'installe sur le toit de la tour Montparnasse. Outre l'aspect footballistique, c'est surtout cette grande bulle d'air de 10 kg qui rend l'expérience originale. Avec la bubble, quand on prend un choc, on a pas mal, mais ça surprend juste. Donc non, on risque pas de se faire mal en tout cas. Ça ajoute, déjà c'est vrai qu'on a une très belle vue, ça c'est sûr. Il y a de l'air, donc ça fait plaisir quand même d'avoir un peu d'air. Au final c'est vrai que c'est assez épuisant avec le poids de la balle en plus de 10 kg. Cet événement atypique se joue à 5 contre 5 avec des matchs d'une durée de 5 minutes. Et si le bubble foot peut paraître violent avec des chocs bulle contre bulle, tout se passe sans douleur et tout le monde en ressort avec un grand sourire. Très fatigant mais super, c'est la violence footballiste se voit parfaitement, c'est très dur le sport de le foot, magique à mon avis, fantastique, c'est mieux que le Parc du Prince à mon avis. Et on est meilleur que Neymar. Vue panoramique à 360 degrés sur Paris, plus bubble foot, ces activités sont à découvrir jusqu'au 4 novembre prochain. Et bien sûr, si vous bottez en touche, vous retrouvez le ballon sous la tour Eiffel. Voilà, dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse avec Jérôme Cordelier et Jean-Michel Elvig. A tout de suite. Et on commence, bonjour Saveria, avec le scandale des bébés sans bras, un article à lire dans la version numérique du Progrès de Lyon, un des journaux du groupe Ebra. Inquiétude dans l'Ain, 11 nouveaux cas de bébés nés avec un bras atrophié ont été détectés. Ces 11 cas s'ajoutent aux 14 cas déjà avérés. L'Agence nationale de santé publique va vérifier tous ces cas suspects. Et dans le Progrès, c'est la maman de Louis qui témoigne. Louis, né en 2012, sans doigt à la main droite. À l'époque, ses parents vivaient à Villars-les-Dombes, dans l'Ain. Des cas groupés de bébés sans bras ont été observés également dans ce département, dans l'Ain, mais aussi en Loire-Atlantique et en Bretagne. L'Agence nationale de santé publique va vérifier tous les cas suspects, annonce hier du gouvernement. Et en ce mercredi, on reste dans le domaine de la santé avec La Voix du Nord, et c'est la version numérique du groupe Rossel, La Voix du Nord. Et de plus en plus de patients anglais soignés à l'hôpital de Calais grâce à un partenariat avec la sécurité sociale anglaise. Le centre hospitalier de Calais prend en charge des patients anglais. 75 patients, principalement du Kent, ont été opérés entre janvier et août 2018. Parmi eux, Tim, 54 ans, opéré pour une ablation de la vésicule biliaire. Il s'est tourné vers la France, car en Angleterre, il aurait dû attendre entre 4 et 5 mois pour être opéré. Aujourd'hui, à Calais, le personnel est même bilingue. 150 infirmiers, chirurgiens et aides-soignants ont été formés à la langue anglaise. Une maternité qui ferme à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, l'autre grand journal de la Nouvelle-Aquitaine. On en a parlé plusieurs fois, la maternité du Blanc ferme malgré le soutien de la population et des élus qui avaient même démissionné pour protester contre cette fermeture. Elle ferme pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'explique le gouvernement. Hier, la maternité du Blanc a été évacuée et vidée de son mobilier par les gendarmes. Les dégâts sont importants après les violentes tempêtes. C'est à la une de Nice Matin, ce matin, Valéria. Des dégâts importants après cette tempête qui a secoué la Corse et le Var. Importants dégâts notamment à Menton, à Monaco, à Villeneuve, à Cagnes ou encore à Villefranche.
Plusieurs villes ont déjà demandé le classement en catastrophe naturelle. Et un mur à la une de la Marseillaise, ça fait rien. Le mur de la honte, c'est à Marseille. C'est un conflit qui s'enlise autour d'un chantier, le chantier de la Plaine. C'est en fait les travaux de la place Jean Jaurès à Marseille, donc, pour étouffer la contestation des habitants sur ces travaux, sur le bruit des travaux. La ville a décidé d'ériger un mur pour protéger ces travaux, des pans de béton de 2,50 m de haut, pour un coût, attention, un coût à la charge du contribuable de 390 000 €. Juste pour ériger ce mur. Pour se justifier, le préfet de police a rappelé que depuis le début du conflit, 150 agents de police sont mobilisés chaque jour pour sécuriser l'endroit. Et on termine avec la une de Ouest France, un sondage sur le regard des Français et leurs dirigeants. L'IFOP, c'est l'IFOP qui a sondé les Français sur leur perception du pouvoir, notamment sur les présidents de la Ve République. Parmi les enseignements de ce sondage, notez que les Français, c'est-à-dire que les Français regrettent l'importance prise par la finance et par les multinationales. En réaction, la tentation d'essayer autre chose grandit, c'est-à-dire dans Ouest France aujourd'hui. Merci Savery, on vous retrouve en troisième partie de notre émission pour l'actualité politique et parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse, Jean-Michel Elvig, Jérôme Cordelier dans un instant. Bonjour Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Merci d'être là en ce mercredi sur ce plateau. Bonjour Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être là ce matin. On démarre avec vous, Jean-Michel Elvig, et la une de la République des Pyrénées ce matin, la pénurie de médicaments, à la une de votre journal. En Béarn, notamment des témoignages. Oui, le pharmacien, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène réservé au Béarn, mais il se trouve que une enquête a permis d'établir que ça s'accentuait sur certains médicaments contre le Parkinson, contre le cancer, ou certains vaccins. Alors, les raisons, c'est comme souvent, sont multifactorielles, beaucoup de raisons, et notamment le fait qu'il y ait une production qui est de plus en plus concentrée sur quelques sites, généralement à l'étranger, aux États-Unis, pour certains médicaments. Et le fait aussi que maintenant, pour le médicament, c'est un peu comme pour tout, les voitures ou les meubles ou tout ce qu'on veut, on est en flux tendu. C'est-à-dire qu'il faut toujours des délais pour obtenir les choses. Donc le flux tendu fait que dès qu'il y a le moindre problème de production, ça se répercute, sans parler des questions de grossistes, etc. Donc l'affaire est assez compliquée, mais en tous les cas, c'est un vrai problème qui se pose au Béarn de façon accrue, mais pas seulement au Béarn, dans d'autres régions de France, tout le monde a pu le constater pour certains médicaments et pas des moindres, notamment contre la tension. C'est à la une de la République des Pyrénées, puis votre édito, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission sur Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes éditorialiste donc à la République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Vous restez avec nous bien sûr. Jérôme Cordelier, ce sont ces politiques qui ne font plus de politique, mais de l'aménagement du territoire. Enfin, ils le disent, mais quand on lit l'interview qu'il y a dans le Point d'ailleurs de Christian Estrosi, quand on les interroge, on a une idée un peu différente. Oui, on a une idée différente. Il réagissait quand je lui parlais un peu de son conflit ouvert, cette guerre ouverte avec Éric Ciotti, en disant moi je fais plus de la petite politique, je fais de l'aménagement du territoire. Ce qui en un sens est vrai évidemment, puisque d'abord il s'est replié sur sa métropole de Nice, et vous savez qu'actuellement il y a un grand enjeu puisque ces métropoles sont en train de gagner en surface. Puisque le groupe j'allais dire le carteron de maires piloté par l'Élysée, à savoir Toulouse, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes n'en fait plus partie. Nantes n'en fait plus partie, et Nice, pour créer ces métropoles d'intérêt européen qui sont comme sur le modèle lyonnais, ce seraient des métropoles XXL qui récupéreraient beaucoup de compétences des conseils départementaux. Donc c'est ce qui est à l'œuvre à Nice. J'avoue que Christian Estrosi est assez convaincant quand il dit justement il faut qu'on ait des grands territoires pour l'attractivité de la France, et en citant par exemple la Lombardie, la Bavière, qui ont des PIB vraiment très supérieurs par rapport à d'autres territoires français, et dire que par exemple le fait qu'on ait une organisation territoriale un peu décousue fait que on arrive à avoir moins de subventions des communautés européennes que les autres. Donc c'est vrai que c'est de l'aménagement du territoire.
il suffit d'aller à Nice régulièrement pour voir que c'est une ville qui est en chantier permanent et c'est un territoire qui grossit de plus en plus, puisque je le rappelle, la métropole niçoise maintenant c'est à la fois la cime des montagnes jusqu'à la promenade des Anglais, donc c'est un territoire assez vaste. Jean-Michel Elvig, ces hommes politiques qui disent on fait plus de politique entre guillemets politicienne, on fait de l'aménagement du territoire, on se préoccupe de nos villes, de nos régions, de nos départements. Nous étions il y a quelques jours à Lille avec Xavier Bertrand, c'est son cas. Christian Estrosi, dans cet entretien exclusif au Point, dit la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur télé? Ils pensent que la politique est dévaluée aux yeux des Français? Avant de répondre à votre question, ça me fait sourire parce que la politique, ils vont être attrapés par la politique au moment des élections. Et au moment des élections, forcément, il y a compétition pour justement occuper les postes de maire ou de président de région ou de département. Quant à Estrosi, le sait très bien à Nice, où il est en concurrence assez ardu, assez aigu avec Éric Ciotti. Mais la raison, c'est que c'est vrai que c'est plus valorisant et gratifiant pour un homme politique de gérer une grande collectivité plutôt que de s'enquiquiner dans des batailles de partis pour savoir quel poste on distribue. Une action concrète. Voilà. Puis il y a aussi le fait que... et puis je crois que c'est incompatible en termes de temps, en termes d'emploi du temps. Donc effectivement, c'est plus valorisant aujourd'hui d'être un grand patron de région, de grande ville ou de département plutôt que d'être le député lambda qui va crier dans les couloirs dès qu'il y a une caméra surtout pour abonder dans votre sens, mon cher Jean-Michel, c'est qu'il y a un double contexte. D'abord, les partis sont en décrépitude importante, donc vraiment il faut se battre un peu dans la boue là, pour essayer de faire la politique. Et ensuite, l'autre contexte, c'est que les territoires sont en profonde mutation du fait d'un contexte élargi, européen et aussi international, et que maintenant des villes comme Nice, par exemple, ne sont pas en compétition avec Bordeaux, Toulouse, Marseille même, sont en compétition avec Milan, Rome, pour le Barcelone, vous voyez des villes comme ça, ou des villes allemandes. On appelle les métropoles à intérêt européen. Oui, c'est ce que vous dites dans ce papier du Point, Jean-Michel Elvig. Et la loi sur le non-cumul des mandats, qui maintenant va s'appliquer quasi uniformément, c'est une application progressive, c'est aussi ce type d'attitude et aussi la conséquence de la mise en œuvre maintenant généralisée de la loi sur le non-cumul des mandats. Alors, ce retour vers les électeurs localement, ce retour à leur vie d'élu local, au fond, ça a rendu Christian Estrosi assez sage dans l'entretien qu'il vous donne. À un moment donné, vous posez la question sur la guerre qui existe, dont vient de faire allusion Jean-Michel Elvig avec Éric Ciotti. Votre guerre est désormais publique, pose la question, le Point à Christian Estrosi, et il dit « Le sage oublie les injures comme l'ingrat les bienfaits ». Oui. Alors, à propos d'Éric Ciotti, clairement. Un point de contexte quand même, j'interviewe depuis longtemps des années Christian Estrosi et je ne l'ai jamais aussi senti aussi serein et libéré. Et c'est vrai qu'on sent qu'il a plus cette discipline de parti, on le sent beaucoup moins corseté et il dit ce qu'il pense. Alors évidemment, face à Éric Ciotti, il est dans une position plutôt favorable, puisque il fallait qu'il revienne à Nice quand même, puisqu'il fallait qu'il y avait un moment... et puis Éric Ciotti vient de prendre la fédération des Alpes-Maritimes, donc des Républicains. Donc les jeux ne sont pas faits. Mais c'est vrai que quand on se balade dans les rues de Nice, on sent que Christian Estrosi est vraiment réinstallé en tant que patron de la mairie. Donc pour aller le déloger, il faudra quand même avoir beaucoup de niaque. Donc c'est ce qui lui donne cette sérénité. Cette métropole qui viendra aux compétences donc très élargies, au fond, elle aspirerait, dans le cas de Nice, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a longtemps été dirigé par Éric Ciotti. Donc finalement, Jean-Michel Elvig, il y a de la politique dans tout ça, absolument, j'allais dire. La politique n'est jamais très loin, ne serait-ce que, au risque de me répéter, c'est que régulièrement, il y a une petite formalité qu'on appelle les élections, où il y a forcément des ambitions rivales qui se manifestent. Donc, et tout peut se passer, c'est en 2020. En 2020, d'ici 2020, tout peut se passer. Est-ce qu'on peut dire que
comment dire, que le fait que Nantes soit parti va ralentir ce processus ou pas? Non, mais par exemple, Nantes est parti pour des raisons, Roland on peut le dire, de base politique, justement. A quitté ce groupe des maires des métropoles. Johanna Roland était très favorable à ces métropoles et évidemment, c'est vrai que là aussi, elle avait besoin d'exister par rapport à l'RRO, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle a été un petit peu canardée, il faut le dire, par ses camarades socialistes qui lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce petit cercle de barons de droite ?» Et donc, qui ont été reçus par Emmanuel Macron. Voilà, il y a eu plusieurs réunions de travail, mais maintenant on sent que les DGS, toutes les équipes travaillent à faire ces métropoles d'intérêt européen. Et on voit bien que c'est le sens de l'histoire. Et donc, c'est vrai que c'est dommage que des choses de base politique comme ça récupèrent les gens par le fond de la culotte pour des raisons qui ne sont pas d'intérêt général. C'est le sens de l'histoire pour vous ? Le sens de l'histoire, faut quand même généralement, c'est après coup qu'on se rend compte qu'il y avait le sens de l'histoire ou pas. Le fait que dans des territoires très urbanisés, les conseils départementaux soient moins à la manœuvre... Effectivement, il y a un problème récurrent en France qui est l'hyper-morcellement des collectivités locales, ce fameux millefeuille des régions. D'une certaine façon, c'est une manière de remédier à cet inconvénient. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment en deuxième partie de cette émission. Votre édito dans la République des Pyrénées sur Mélenchon. Et vous, Jérôme Cordelier, une interview exclusive dans Le Point qui fait déjà du bruit depuis ce matin. Beaucoup de bruit puisque... Avec Nicolas Sarkozy. Voilà, un grand entretien sur le fond. Tout à l'heure. C'est la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. Vous avez aussi droit à la météo des territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. A tout de suite avec l'invité politique Louis Alliot. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, à 8h, donc ce sera Louis Alliot, notre invité politique en direct sur ce plateau. Il est là. Tout de suite, c'est le Zap Monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde en quelques minutes par notre partenaire TV5 Monde. Et on se rend évidemment tout de suite à Pittsburgh, où les gens commémorent l'attentat qui s'y est passé il y a quelques heures. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Une manifestation unique en pareil contexte. Plus de 1500 personnes dans les rues de Pittsburgh pour protester contre la venue de Donald Trump à la synagogue, endeuillée par la tuerie de samedi dernier. Je suis vraiment contre. Je pense qu'il soulève des ressentiments chez les gens et je ne pense pas qu'il devrait venir. Accompagné de son épouse et sa fille, le président américain s'est recueilli à l'intérieur de la synagogue où il a allumé une bougie pour chacune des 11 victimes de la fusillade. À Pittsburgh, au moment où les familles commencent à peine à enterrer leurs morts, même le maire de la ville avait déconseillé au président américain de venir tant qu'il ne dénoncerait pas le nationalisme blanc dont se réclame l'auteur de la fusillade. Pour la Kanaki, je dis oui, répètent en musique les haut-parleurs dans ce meeting du FLNKS en banlieue de Nouméa. Dimanche, la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, devra se prononcer, oui ou non, pour l'indépendance. Les responsables y voient l'aboutissement d'une lutte contre la colonisation. Cet État qui a réduit des millions de gens en esclavage depuis 200 ou 300 ans, cet État, elle est là, il est là et il ne veut rien lâcher.
C'est un nouveau rapport alarmant que vient de publier la WWF, le Fonds mondial pour la nature. Mammifères, oiseaux, poissons, toutes les populations d'animaux sauvages se retrouvent touchées par ce déclin. Là où l'on comptait une centaine d'animaux en 1970, il n'y en a plus que 42 aujourd'hui. Régions les plus impactées, les tropiques et la zone Caraïbe, Amérique du Sud. À certains endroits, 90% des espèces ont disparu et la situation ne cesse d'empirer. En seulement 48 heures, l'Italie a souffert, frappée par une violente tempête. Les conséquences sont lourdes, une dizaine de morts et des dégâts colossaux. À Rome, comme dans d'autres villes, les vents de plus de 100 km/h ont provoqué d'importantes chutes d'arbres. Le plafond s'est complètement effondré. J'ai réussi à sortir. J'ai vu ma maison entièrement détruite. Plus au nord, Venise a connu une crue historique, 1,56 m d'eau noyant la place Saint-Marc, ce qui n'a pas empêché cette pizzeria de rester ouverte.